Oui, c'est que vous me l'avez bloqué tantôt, je peux pas le remettre moi-même. Je peux pas en mettre toi-même 4 minutes. Est-ce que ça marche? Ça devrait. Oui. Oui, bon. Donc, on va poursuivre avec la présentation de M. Vincent Leborgne de GKM Consultant qui nous présentera le survol de l'état de l'art des technologies de mesure de vibration du sol en temps réel. En travaillant comme directeur à la recherche et développement pour GKM Consultant, M. Leborgne a acquis une expérience pratique considérable avec de nombreuses technologies de géophysique et d'instrumentation géotechnique telles que les instruments géotechniques à fil vibrant, géocom, la surveillance des bruits et des vibrations instantanées, CIGCOM, les plateformes de visualisation de données, Vistadata, Visio, Sensei Metrics, les inclinomètres Measuran Joel, ainsi que les contrôles et la programmation des enregistreurs de données, Capbell scientifiques Load Sensing. Il a offert des cours et des présentations dans de nombreuses conférences. Il a notamment offert des formations sur le suivi des vibrations au cours international sur le suivi géotechnique et structurel et a participé à de nombreuses conférences nationales comme la conférence annuelle de la Société canadienne de géotechnique et la Société canadienne d'ingénieurs civils. Monsieur Leborgne, c'est à vous. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Je peux se confirmer? Vous voyez mon écran? Oui, en tout cas, moi, je le vois. Parfait. Donc, merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai l'intention de présenter un survol des concepts de base nécessaires pour la mesure des vibrations et aussi présenter quelques technologies de mesure de vibration. Donc, c'est un sujet qui est assez vaste en soi, qui est une technique qui est régulièrement utilisée par les gens de votre association. Donc, je vais essayer de bien jauger le niveau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à me contacter après la fin de la présentation aujourd'hui. Ça me fera un plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Donc, aujourd'hui, on va commencer par un survol assez rapide des vibrations en tant que telles. Donc, une théorie de base, les indicateurs, les standards. Il y a différents types de standards selon les différentes applications. Et ensuite, on va parler des mesures à proprement parler. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'une vibration? Ça a l'air assez simple comme question, mais il y a beaucoup de détails qu'il faut prendre en considération. Donc, tout d'abord, j'ai constaté dans ma pratique professionnelle qu'il y a une augmentation significative des demandes de suivi des vibrations. Pourquoi? C'est sûr qu'il y a des cas où on dynamite très fort près de grandes structures, comme une des présentations plus tôt ce matin, où on dynamitait quelques mètres d'un barrage, mais il y a toutes sortes de contextes dans lesquels c'est de plus en plus important aujourd'hui, notamment en milieu urbain, où par exemple à Montréal, on a de plus en plus de projets en tunnel, des excavations profondes qui se font avec du dynamitage. Donc, ça produit des vibrations dans des endroits habités où se trouvent évidemment les gens, se trouvent leurs maisons. Vous êtes sans doute au courant qu'au Québec, on a beaucoup d'infrastructures vieillissantes, donc qui sont déjà un peu fragilisées, auxquelles il faut faire plus attention quand on fait des travaux qui génèrent des vibrations. Dans certains contextes, on a une meilleure connaissance des sols faibles, liquéfiables. Si par exemple, il y a des argiles sensibles, on veut éviter d'avoir des surpressions qui pourraient diminuer la capacité portante du sol. Quand on fait des mesures exactes, puis ça a été mentionné un peu par les présentateurs avant moi, on est capable de mieux optimiser notre dynamitage ou nos travaux. Donc, on peut travailler près des limites si on connaît bien exactement les conséquences de ce qu'on fait. Puis, quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent, c'est des protections d'équipements sensibles. Donc, si on est près d'un laboratoire médical, près d'un centre de données, les équipements médicaux, les serveurs, les équipements scientifiques peuvent être très sensibles aux vibrations. Donc, il faut
faut limiter les sources de vibration dans ces contextes-là aussi. Donc, qu'est-ce qu'une onde? C'est la première question qu'il faut se poser pour comprendre ce qu'est une vibration. Une onde, c'est un déplacement d'énergie dans un milieu, d'énergie mécanique, sans qu'il y ait un déplacement net de la matière. Donc, si vous regardez par exemple l'animation du bas, vous verrez la flèche noire qui montre le front d'onde qui avance. Donc, par exemple, l'onde qui se propage à partir du dynamitage. Mais si vous suivez n'importe quelle particule, n'importe quel objet à l'intérieur de cette image, qui sont représentés par des flèches rouges, chacune oscille en place. Donc, les particules en tant que telles n'avancent pas. Règle générale, c'est vraiment l'énergie qui se propage à travers le milieu. On peut le représenter mathématiquement. Généralement, on a des ondes sinusoïdales, donc je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Sachez simplement que les paramètres les plus importants en ce qui nous concerne, c'est l'amplitude et la fréquence. Donc, c'est deux paramètres qu'on va utiliser régulièrement dans les standards de vibration, donc les courbes Z, les courbes L, ainsi de suite. Donc, on a différents termes qui sont employés dans différents contextes qu'il faut bien comprendre. Donc, on a la vitesse de propagation. Donc, ça, c'est la vitesse de déplacement de l'onde, du front d'onde. Typiquement, on l'exprime en mètres par seconde. Et on a la vitesse particulière, qui est la vitesse à laquelle une particule se déplace autour de son point d'équilibre. Et c'est très important de ne pas confondre les deux. C'est une confusion qu'on voit occasionnellement. C'est deux valeurs qui sont très différentes et qui expriment des choses très différentes. Donc, si par exemple, vous allez voir un feu d'artifice, dynamitage, l'explosion a lieu, puis ça prend quelques secondes avant que l'onde se rende à vous, avant que vous sentiez la vibration du sol, vous avez la vitesse de propagation. Donc, ça peut être de l'ordre de centaines de mètres par seconde, voire de milliers de mètres par seconde, qu'on soit dans l'air ou dans un liquide ou dans un milieu solide. La vitesse particulière, elle, s'exprime généralement en millimètres par seconde et va être entre 0 et quelques centaines selon millimètres par seconde, donc plusieurs ordres de grandeur plus petits. Le déplacement particulier, c'est la même idée que la vitesse particulière, mais c'est plutôt le déplacement autour du point d'équilibre, typiquement exprimé en millimètres, et l'accélération subie par un point autour de son point d'équilibre, typiquement exprimé en G, qui correspond à 9,8 mm par seconde carrée. Donc, on a différents types d'ondes qu'on peut observer. Les ondes de compression sont les ondes qui sont les plus communes, celles qu'on va mesurer le plus souvent, c'est-à-dire que les particules vont osciller dans la direction de la propagation de l'onde. On a les ondes transverses, donc horizontales ou verticales, où les particules oscillent perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde. Généralement, ces ondes-là sont beaucoup moins fortes, se propagent moins loin. Et bien que ça arrive dans des dynamitages, il faut dynamiter vraiment fort pour y arriver. C'est plus quelque chose à prendre en considération lorsqu'on parle de tremblement de terre, par exemple, qui, évidemment, sont beaucoup plus puissants que n'importe quel dynamitage. Et on a des ondes plus complexes, comme les ondes de Rayleigh, où une particule individuelle va osciller en ellipse autour de son point d'équilibre. Donc, ça, c'est un autre type d'onde qui peut arriver dans vos travaux, mais qui est quand même beaucoup plus commun dans les tremblements de terre. La façon dont l'onde varie dans le temps peut aussi avoir un effet. Donc, dans l'exemple que j'ai, dans la discussion, dans la slide précédente, on parle d'ondes de compression qui généralement sont les plus communes et sont généralement les moins dommageables. Si, par exemple, on se retrouve dans une situation avec des ondes de Rayleigh, donc la particule qui se met à faire des ellipses, ça crée des cisaillements dans nos structures, par exemple, et ça peut être très dommageable. Donc, ça, c'est des variations spatiales. Les variations temporelles aussi peuvent avoir de l'importance. Donc, si on a des ondes en continu, qu'on va voir, par exemple, dans des cas de fonçage de pieux,
c'est plus dérangeant, c'est souvent plus dommageable à intensité égale que les ondes plus courtes. Donc, il faut faire attention, mais ce n'est pas forcément le cas qui nous intéresse le plus ici. Ensuite, on a des ondes qui sont complètement aléatoires. Le cas de figure le plus commun pour ça, c'est les tremblements de terre. Et finalement, on a des zones transitoires, donc qui ont un pic vraiment intense puis qui décroissent rapidement. Typiquement, c'est moins dérangeant et ça a moins de chances d'endommager les structures, par exemple, que les ondes continues. Je vais donner quelques exemples de trains d'ondes qu'on peut observer. Ce n'est pas strictement du dynamitage parce qu'il y a différentes sources qu'on peut observer, puis ça va aider à placer les idées. Donc, du battage de pieux, qu'on peut voir par exemple dans la construction de bâtiments ou même des fonçages de pales planches, ça peut faire des ondes similaires. Donc, on a chaque événement, chaque coup de marteau qui est très court et ensuite, chaque coup de marteau fait aussi son propre front d'onde. Puis, on va avoir un événement transitoire à haute fréquence pour chaque coup de marteau, mais si on rapproche trop les coups de marteau, ces événements transitoires vont commencer à se superposer et on va aussi générer une onde continue à basse fréquence. Fonçage de pieux par vibration, donc ça, forcément, on a exclusivement des ondes, un train d'onde continu dans le temps, et des dynamitages. Donc, les dynamitages, généralement, c'est des événements très courts, de quelques dizaines, quelques centaines de millisecondes, qui décroissent très rapidement et dont la vitesse particulière maximale peut être très élevée, mais très courte. Les mesures des... là, je saute un petit peu en avant pour expliquer un peu les indicateurs. Donc, les mesures sont généralement triaxiales. On va mesurer les vibrations dans 3 axes. On va mesurer dans l'axe longitudinal, qui est dans le sens de propagation de l'onde, et verticale et transverse, qui sont perpendiculaires au sens de propagation de l'onde. Typiquement, les instruments, on va y revenir un petit peu plus tard, ont un capteur interne qui s'appelle longitudinal, et on veut le pointer vers la source de vibration. Donc, ici, j'ai un exemple d'une onde générée par un dynamitage mesurée sur un seul axe, ici en l'occurrence l'axe transversal. Généralement, la valeur qui va nous intéresser le plus, ça va être ce qu'on appelle le peak particle velocity, donc c'est-à-dire la vitesse d'onde particulière maximale. On regarde notre train d'onde au complet et on regarde la valeur maximale atteinte par l'onde au cours de l'événement. C'est l'indicateur utilisé dans la plupart des normes. Donc, c'est ce qu'on va voir le plus souvent. Si vous êtes habitué avec le DIN, avec le USBM, par exemple, c'est ce que vous allez voir le plus souvent. Le standard USBM en particulier, mais en général, c'est le cas. Le standard suppose que l'instrument est orienté vers la source de vibration. Dans les applications urbaines, quand on travaille avec la machinerie lourde, ce n'est pas toujours possible de savoir d'où va venir la vibration, ou elle peut varier souvent au cours d'une journée. Dans le cas du dynamitage, généralement, on a une assez bonne idée. Donc, on peut placer l'instrument correctement avant de faire le dynamitage. Le deuxième paramètre qui est particulièrement important pour nous, c'est la fréquence. Donc, il y a différentes façons de calculer la fréquence. La méthode la plus commune qui est employée puis qui est demandée notamment par les standards USBM, c'est le zero crossing. Donc, on regarde l'emplacement où se trouve la valeur maximale. On regarde la période, donc c'est-à-dire comment ça croît, les croisements du zéro sont espacés de combien de temps, puis on prend l'inverse pour obtenir la fréquence. Il y a d'autres façons de calculer la fréquence, notamment avec des transformés de Fourier, mais ça va un peu plus loin. Ce serait un peu plus long à expliquer pour le temps dont on dispose aujourd'hui. Un indicateur qu'on voit occasionnellement, c'est la somme vectorielle. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser la somme vectorielle lorsque les standards sont en vitesse particulière maximale. La PVS, ça permet d'avoir un estimé conservateur de la valeur maximale atteinte, surtout dans le cas où on ne sait pas d'où provient la vibration.
Par contre, il y a un inconvénient avec le PVS, c'est que mathématiquement, on ne peut pas réellement attribuer une valeur de fréquence. En particulier, si on utilise la méthode Zero Crossing, le PVS ne peut pas être négatif, donc ne croise jamais zéro, donc on ne peut pas obtenir une fréquence par cette méthode-là. Mais on le voit quand même occasionnellement dans des devis, par exemple, des villes. Donc, le standard USBM avec lequel vous êtes sans doute familier, on en a eu un exemple présenté plus tôt aujourd'hui, où on a la vitesse particulière en Y et la fréquence en X. Donc, je vais attirer votre attention sur le fait que, généralement, plus on est à basse fréquence, plus le critère est sévère. Et ça, c'est vrai dans la très, très grande majorité des sévères, des standards. Parce que à fréquence égale, à vitesse particulière égale, une plus basse fréquence va contenir plus d'énergie. La particule va se déplacer plus pour réussir à respecter ces paramètres-là et donc va transférer plus d'énergie aux structures ou aux habitants. Un standard qu'on voit de plus en plus souvent, c'est le règlement de la ville de Toronto. Donc, c'est sûr que dans les carrières, dans les mines, on voit beaucoup le USBM, mais dans les milieux urbains, on voit de plus en plus souvent ce standard-là. Ce n'est pas un standard d'une organisation internationale comme le DIN, mais c'est un standard raisonnable qui a été établi par la Ville de Toronto et la plupart des villes au Canada demandent maintenant de l'appliquer tel quel parce que c'est une référence qui commence à être de plus en plus connue. Ensuite, il y a le DIN qui est plus communément utilisé en Europe, mais qu'on voit aussi occasionnellement. Donc, généralement, on va suivre la ligne 2. Encore une fois, vous voyez qu'à plus basse fréquence, on a un seuil plus sévère, puis à plus haute fréquence, on a un seuil plus élevé. Et le dernier type de standard qu'on va voir, généralement, c'est des standards sur mesure établis par les villes. Donc, par exemple, ce tableau-là était souvent utilisé avec des variations mineures dans des devis de la Ville de Montréal. Et ici, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Quand on travaille dans des milieux urbains ou près de grands bâtiments, on va avoir différentes catégories. On va définir les catégories selon le type de bâtiment, puis on veut que choisir le bon type de critères pour le bon type de bâtiment. Donc, par exemple, typiquement, des bâtiments industriels, des usines, la catégorie 1, c'est amplement suffisant. Quand on veut protéger la quiétude d'un quartier, quand on veut s'assurer de protéger, de ne pas trop déranger les gens, ça va être catégorie 2. Pour les bâtiments résidentiels aussi, typiquement, c'est catégorie 2. Puis, pour les bâtiments historiques, pour les infrastructures sensibles ou vieillissantes, occasionnellement, on va demander de mesurer sur la catégorie 3. Donc, chaque ville peut se retrouver à avoir ce type de tableau-là, même chaque projet dans une ville peut avoir un tableau de ce type. Je ne vais pas trop rentrer dans le scaled distance. Je crois que c'est quelque chose avec lequel beaucoup d'entre vous êtes familiers, puis je vois l'heure qui avance. Ça peut être utilisé en amont pour la conception et même dans la rédaction du devis initialement. Le gros avantage du scaled distance, d'un point de vue des mesures, c'est que ça permet d'estimer la vibration, les niveaux de vibration à différents bâtiments sans avoir besoin de placer un géophone à chaque bâtiment. Donc, ça aide beaucoup à ce niveau-là. Évidemment, il y a toutes sortes d'applications, que ce soit pour s'assurer qu'on ne franchit pas les limites du roc à telle distance de dynamitage ou les limites d'une argile sensible, ainsi de suite. C'est un outil qui est assez polyvalent, qui est représenté par cette équation où on peut retrouver directement la charge de dynamitage qui est employée. Donc, maintenant qu'on a mis un peu les idées en place, qu'on a regardé qu'est-ce qu'une onde, quels sont les indicateurs, puis comment on utilise ces indicateurs-là au sein de standards, on va parler un petit peu de la mesure en tant que telle.
Puis la mesure en tant que telle, c'est un domaine qui est en pleine transformation. Vous êtes probablement familier avec des géophones d'instantel, mais il y a beaucoup de nouveaux manufacturiers qui apportent beaucoup d'idées nouvelles, qui permettent de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant, qui sont en train de se démarquer. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un géophone? Un géophone, on peut le dire, c'est une vieille technologie, mais c'est une technologie qui marche bien, qui est bien maîtrisée. Donc, grosso modo, ce que c'est qu'on a une bobine qui se déplace autour d'un aimant et le voltage est proportionnel à la vitesse. Donc, ça fait que c'est parfaitement approprié pour mesurer la vitesse particulière du sol parce que notre voltage est directement proportionnel. Les géophones ont certains avantages, notamment ils peuvent être très sensibles à des très, très faibles vitesses. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus souvent, c'est les capteurs d'accélération. Il y a différents types, que ce soit piézoélectrique, MEMS, c'est les deux plus communs. Et c'est plus complexe, somme toute, comme instrument, mais on a beaucoup plus de flexibilité dans la fabrication pour atteindre exactement les spécifications demandées pour toutes sortes d'applications. Différence majeure aussi, c'est que le voltage de sortie, par défaut, est proportionnel à la force appliquée ou à l'accélération. Donc, si on a besoin d'obtenir la vitesse particulière, il faut appliquer une opération mathématique pour obtenir par après la vitesse particulière. Ce n'est pas un enjeu majeur aujourd'hui avec les capacités de calcul des microcontrôleurs, des puces des ordinateurs. Donc, c'est une des raisons pourquoi on voit progressivement les accéléromètres de plus en plus dans ce type de mesure-là. Historiquement, évidemment, c'était plus pratique de mesurer directement la vitesse. Donc, voici un exemple typique d'une fiche technique de géophone. Donc, il y a différents paramètres qu'on veut regarder. Il y a évidemment la résolution, donc c'est-à-dire à quel point notre mesure va être fine. Il y a la plage de fréquence et il y a l'exactitude. Aussi, c'est important de savoir et de vérifier si un géophone ou un accéléromètre se conforme à un standard donné. Parce que dans certains cas, c'est important d'avoir le bon standard de géophone avec le bon standard de seuil de vibration. Donc, vous pourriez vous demander, le géophone, où est-ce qu'on l'installe? Dans les milieux urbains, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait croire. On a, en principe, il faut l'installer à 1 mètre de la fondation d'un bâtiment, le plus près possible de la source de vibration. Donc, ça veut dire pas dans le bâtiment, ça veut dire pas derrière le bâtiment, pas sur le côté, puis même si on est sur le devant du bâtiment, du côté de la vibration, il faut quand même être le plus près possible. Mais ça, c'est vraiment un cas idéal. Dans la vraie vie, c'est très souvent difficile de respecter ça. Par exemple, le géophone pourrait se retrouver à être au milieu de la voie publique si on respecte ça. Ou si la source de vibration se déplace, pour envoyer quelqu'un à chaque fois déplacer le géophone, donc ça aussi, ça rajoute des complexités supplémentaires. Occasionnellement, c'est juste une pièce dans un bâtiment qui est particulièrement sensible. Par exemple, si vous avez des serveurs dans le sous-sol d'un bâtiment, bien généralement, on va aller mesurer les vibrations spécifiquement dans cette pièce-là, car si on respecte les vibrations dans cette pièce-là, c'est sûr qu'on se conforme aux standards pour le reste du bâtiment. Donc, il y a toutes sortes de considérations. Ça, c'est la bonne pratique, ce que je viens de vous montrer, mais en pratique, il peut y avoir toutes sortes de raisons pourquoi on ne va pas appliquer cette façon de faire-là à la lettre. Le scale distance, je l'ai mentionné rapidement, c'est quand même pratique dans toutes sortes d'applications, que ce soit en milieu urbain ou près de mines ou de carrières. Je vais vous faire un survol rapide de quelques produits de quelques manufacturiers. Sachez qu'il y en a beaucoup plus. J'en ai juste sélectionné quelques-uns ici. Instantel, c'est évidemment le plus connu. Tout le monde a déjà utilisé du Instantel. Initialement conçu spécifiquement pour le dynamitage. Ça a certains avantages. Tout le monde est familier avec. Même souvent, on le voit demander tel quel dans les devis, que ce soit le micromètre, le millimètre pro. Ils ont des infrastructures au Canada facilement accessibles pour faire les calibrations sur une base régulière. Par contre, la technologie stagne un peu.
Il y a des choses qui sont de plus en plus souvent demandées qu'on ne peut pas faire facilement avec ce produit-là. Par exemple, si on veut des mesures en temps réel, il faut manuellement rajouter un modem externe. Si on veut des alarmes en fonction de la fréquence, comme on a vu des standards tantôt, les produits instantanéens ne peuvent pas faire ça, alors qu'il y a des nouveaux produits sur le marché qui peuvent faire ça. Somme toute, ça reste un produit adéquat qui a fait ses preuves. On sait qu'il est durable. Mais ça vaut la peine de garder l'esprit ouvert et de regarder un peu quelles autres options on peut voir ailleurs. Un autre exemple de manufacturier, Sigicom. Donc, les produits Sigicom peuvent contenir le modem cellulaire, selon le produit exact, directement, donc pour avoir des mesures en temps réel. Ont aussi une très faible consommation d'énergie, puis peuvent faire des alarmes en temps réel en fonction de la fréquence. C'est un manufacturier européen de Suède, je crois, qui commence à faire ses marques en Amérique du Nord, à faire sa marque en Amérique du Nord. On a Syscom, qui est un manufacturier suisse, qui initialement est plus spécialisé dans les grands déplacements, par exemple pour les barrages, mais leurs produits sont assez polyvalents qu'on peut les utiliser dans toutes sortes de projets. Selon l'application, ils ont aussi des mesures, des alarmes en temps réel, le modem cellulaire intégré, puis différents instruments dans un réseau qui peuvent communiquer entre eux. Donc, pour synchroniser, par exemple, des détections d'alarmes. Un autre manufacturier, 01dB, le Orion, qui lui permet, par exemple, en plus de faire des mesures standardisées comme celles qu'on a discutées, permet de faire des mesures RMS. Donc, si par exemple, il y a des instruments sensibles à protéger, comme une résonance magnétique ou un microscope électronique, permet de mesurer les courbes VC qu'on appelle, qui sont des courbes de standard, mais sur des émissions continues de vibrations plutôt que sur des éléments transitoires. Donc, ce n'était pas un survol exhaustif de tous les manufacturiers, de toutes les technologies. Je pourrais en parler toute la journée si jamais ça intéresse des gens ici. Mais le temps nous presse, donc quelques conclusions rapides pour finir cette présentation. Les mesures de vibration sont de plus en plus utilisées. Les mesures de vibration faites dans les règles de l'art, ça aide beaucoup à prévenir des problèmes. Ça aide à prouver qu'on a fait les choses correctement. Si jamais il y a des gens qui se disent qu'ils sont dérangés, qui découvrent une nouvelle fissure chez eux, ça permet vraiment de valider que tout a bien été fait. Il existe de nombreux formats de standards, puis c'est important de bien les comprendre, puis de bien sélectionner l'instrument pour le bon standard. Puis il existe de nombreux manufacturiers qui offrent des mesures de vibration en temps réel. Donc, merci pour votre attention. J'ai vu qu'il y avait quelques questions sur le chat, donc on va pouvoir en discuter. Et si jamais vous avez d'autres questions pour les quelques minutes qui restent, n'hésitez pas. Merci. Oui, il y a M. Favreau qui pose une question, mais je ne suis pas trop sûr de sa question. Il dit que la scale distance est suspecte. Je ne sais pas si ça peut dire quelque chose. C'est plus un commentaire, peut-être un commentaire éditorial sur la méthode. Monsieur Ostini qui pose une autre question. Au niveau des instruments, il existe également des sismographes développés au Québec. Oui, effectivement. Il existe la compagnie SoftDB qui développe, qui développe présentement des stations de mesure portables là, qui pourront être utilisées dans une grande variété de projets. Donc, c'est un nouveau compétiteur, un nouveau joueur sur le marché pour ce type de mesure-là. Après ça, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser d'autres questions? On a du temps, si vous voulez. Il y a Dorian Fournier qui a levé la main. C'est pas bien long. Je vais aller vous chercher. Monsieur Fournier? Oui, vous m'entendez? Oui.
Oui, bonjour Dorian Fourier, je suis le président du GF2E, donc l'Association française des énergies explosives. Merci Monsieur Le Borgne pour votre présentation. J'ai bien vu les niveaux des différents standards là, qui sont, comme nous en France, autour des 10 mm par seconde pour des fréquences qui tournent entre 5 et 15 Hz à peu près, quoi, dans ces eaux-là. Est-ce que, dans votre expérience, si on applique ces minimums, enfin ces maximums-là, on arrive à maintenir des relations correctes avec le voisinage des différents tirs de mine, ou est-ce que c'est des choses qui sont difficilement acceptables pour les voisins? Je vous pose la question parce que nous, en France, souvent, quand on atteint même des vibrations beaucoup plus faibles que ces minima-là, on génère des problématiques de voisinage. Voilà. Oui, c'est une question intéressante. C'est effectivement, je ne veux pas dire un problème, mais c'est une situation qu'il faut gérer. Donc, par exemple, je ne suis pas familier avec les standards français, mais le standard USBM, qu'on voit souvent ici au Canada, a été établi par rapport aux dommages faits à des bâtiments, pas par rapport à la quiétude des résidents. Et les personnes peuvent ressentir des vibrations beaucoup plus basses que ce qui risque d'endommager un bâtiment. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est quand on est dans des milieux urbains, on va avoir des seuils entre 2 et 5 mm par seconde à respecter. Justement pour cette raison-là. Même s'il n'y a pas de risque à 10 ou à 15 d'endommager les bâtiments, pour éviter les plaintes, pour éviter que les gens se mettent à appeler les journalistes ou essayent de poursuivre la compagnie minière, on met des seuils beaucoup plus bas. C'est exactement les problèmes qu'on a en France aussi, effectivement, oui. Même des fois, quand on dépasse les 2 mm par seconde, on commence à avoir des soucis. Oui, voilà, c'est universel, j'imagine. Merci beaucoup pour votre réponse. Il y a M. Itak Manke qui pose la question, est-ce que les valeurs de vibration mesurées à un point et celles calculées ou estimées à ce même point, y a-t-il un écart? Si oui, elle est due à quoi cette différence? Je ne suis pas un expert là, de la simulation ou des calculs de vibration, puis j'imaginerais que c'est très variable d'un projet puis d'un sol à l'autre. Donc, je vais pas m'avancer plus que ça sur cette réponse-là. Mais si vous voulez en discuter, je suis sûr qu'on peut trouver des sources intéressantes ensemble. Okay. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que M. Favreau aurait posé des questions, mais je ne vois pas où sont ces questions. Est-ce que vous avez un micro, M. Favreau? Je peux vous céder la parole pour que vous parliez, si vous voulez. J'avais juste à lever la main si vous voulez parler, M. Favreau. Je vous trouve. En attendant, M. Momo, Nguyen Ronald, il pose une question. Y a-t-il des produits fabriqués par des standards précis où les différents types de produits sont adaptés aux standards présentés? Oui, OK. Une question intéressante. Donc, il faut garder en tête que ici, on parle de deux types de standards différents. On parle du standard de la mesure en tant que telle, puis du standard des seuils de vibration à ne pas respecter, à respecter, pardon. Donc, aujourd'hui, la plupart des instruments des manufacturiers sont assez bons, assez précis, qui peuvent se conformer à n'importe quel standard de mesure. Historiquement, ce n'était pas le cas. Par exemple, si vous regardez les géophones d'Instantel, vous pouvez les acheter soit en format ISE, soit en format DIN. Par contre, comme je disais, de plus en plus aujourd'hui, on voit des accéléromètres suffisamment sensibles
puis par calcul, dans la station de mesure, on fait qui correspond exactement à un standard de mesure spécifique. Pour ce qui est des standards de vibration à respecter, là, ce qui arrive, c'est qu'il faut que le standard soit embarqué dans l'unité pour pouvoir traiter les données, puis éventuellement gérer des alarmes en temps réel, ou embarqué dans le logiciel qui permet de faire l'analyse des données après coup. La plupart des manufacturiers ont tous les standards dans leur mémoire, dans leur base de données, donc c'est pas vraiment un souci. Mais c'est quand même quelque chose qui peut être qui peut être important à vérifier si vous travaillez avec des normes qui sont pas utilisées internationalement de façon générale. Donc, comme le tableau que j'ai montré pendant la présentation pour la Ville de Montréal n'est pas un tableau, disons, standard. Donc, n'est pas embarqué dans les unités ou dans les différentes stations de mesure. Bon, peut-être une dernière question. OK. M. Faro dit pourquoi je n'ai pas posé sa question, mais je n'ai pas de question à part lui qu'on a posé tantôt. Ouais, je vois la même chose que vous dans le Q&A. Je ne suis pas sûr exactement. Peut-être que la question est dans le chat. Dans le chat, j'ai rien non plus. J'ai rien dans le chat. Le seul truc que j'ai vu, c'est le scale distance est suspect, mais je peux pas. Ça a l'air, comme vous avez dit, ça va être plus un commentaire qu'une question. De toute façon, on a terminé votre présentation. C'est bon. On va vous remercier. On est rendu à la prochaine présentation. Est-ce que vous pouvez me laisser le contrôle de... Oui. Oui. Stop share. Voilà. Vous avez le contrôle maintenant. Parfait. Oui. On va passer à notre prochaine présentation qui va être avec M. Paul Kuznick. C'est pas bien long. Paul, est-ce que tu es présent? Oui. C'est bon?